Si on est tous d'accord pour dire que les femmes sont plus sensibles que les hommes est un stéréotype, ou encore que les Français sont des râleurs est un stéréotype, il semble moins évident pour certains que les fans d'SNK sont toxiques est un stéréotype. Aujourd'hui, on va parler de stéréotypes, de catégorisation sociale, de préjugés et de la communauté manga-anime. Car oui, tout comme dans la population générale, on trouve des stéréotypes bien particuliers dans la communauté manga et anime. Dans cette vidéo, nous verrons comment fonctionnent les stéréotypes, puis nous verrons des exemples que l'on retrouve dans la communauté manga, et enfin on débunkera ensemble certains de ces stéréotypes. En préambule, je tiens à indiquer que je ne vais pas résumer tous les phénomènes en jeu dans les stéréotypes, car ce serait beaucoup trop long, et que je ne suis pas assez expert dans ce domaine de recherche pour pouvoir tout vous expliquer. Ainsi, je vais vous faire un résumé succinct de ce qui me semble important pour comprendre les stéréotypes. Vous trouverez mes sources dans la description. Et pour nous pencher sur les stéréotypes, on va regarder la recherche dans la psychologie sociale. Nous vivons dans un monde complexe, avec une quantité astronomique de stimuli. Notre cerveau n'est pas fait pour traiter autant d'informations. Pour autant, il nous faut pouvoir répondre à notre environnement. Ainsi, notre cerveau a mis en place des automatismes, des heuristiques, nous permettant d'interagir le plus efficacement possible avec notre environnement, et ce, avec peu d'informations. Avant de parler de stéréotypes, il y a un phénomène sous-jacent à comprendre, la catégorisation, et plus particulièrement la catégorisation sociale lorsque l'on parle de catégories de personnes. Pour simplifier notre environnement, notre cerveau a créé plein de catégories. La catégorisation peut se définir comme une activité mentale qui consiste à regrouper dans une même classe différents objets ou stimuli de notre environnement partageant des propriétés similaires. Tout le monde est touché par ce processus cognitif. Nous catégorisons tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Par exemple, pour la catégorisation sociale, moi je suis dans la catégorie homme, hétérosexuel, blanc, cisgenre, étudiant en psychologie, etc. Car on peut aller très loin dans les catégories. Les catégories de personnes vont être plus ou moins saillantes, c'est-à-dire visibles en fonction des situations. Par exemple, si deux classes de 6e se rencontrent, ce qui va être visible, c'est l'appartenance à la classe. Moi, je fais partie des 6e E et eux des 6e C. Si on est dans une manifestation sur les droits des femmes, la catégorisation qui vont être saillantes sont celles du genre. Après avoir mis les stimuli dans des catégories, intervient deux biais cognitifs qui vont déformer la perception de l'environnement des personnes. Il s'agit du biais d'assimilation et de contraste. Le biais d'assimilation simplifie la réalité en augmentant l'homogénéité du groupe, c'est-à-dire qu'il exagère la ressemblance entre les membres du groupe. Par exemple, tous les fans d'SNK sont pareils, tandis que le biais de contraste augmente la perception des différences entre les catégories, et rend ces différences plus importantes qu'elles ne sont réellement. Par exemple, les femmes sont très différentes des hommes, ou encore les fans d'SNK sont très différents des fans de shoujo. Ces deux biais cognitifs nous amènent à percevoir notre groupe d'appartenance comme très hétérogène. C'est ce qu'on appelle le biais d'hétérogénéité de l'endogroupe, et les autres groupes comme très homogènes. C'est ce qu'on appelle le biais d'homogénéité de l'exogroupe. Par exemple, je me considère comme un fan d'SNK, donc les fans d'SNK sont tous différents, alors que les fans de One Piece, dont je ne fais pas partie, sont tous pareils. Là, nous avons créé les catégories, par exemple les fans de shoujo. Mais du coup, ils sont tous pareils, mais en quoi? C'est là qu'intervient les stéréotypes. Un stéréotype est une croyance. Nous pouvons donner la définition suivante. C'est une croyance partagée concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements d'un groupe de personnes. Ces croyances viennent d'un processus de généralisation et de simplification, voire de déformation de la réalité. Ainsi, les stéréotypes sont des catégories descriptives simplifiées. Les stéréotypes sont rarement neutres, mais plutôt en faveur ou en défaveur d'un groupe. Comme je l'ai dit précédemment, les stéréotypes ont un rôle cognitif, c'est-à-dire d'utiliser le moins de ressources cognitives possible pour traiter de l'information. Ils ont un rôle identitaire, celui d'obtenir ou de renforcer une identité sociale positive, et cela en créant des comparaisons entre nos groupes d'appartenance appelés endogroupes et les groupes de non-appartenance appelés exogroupes. Et ces comparaisons sont toujours en faveur de l'endogroupe, afin, comme je l'ai dit, de renforcer ou de créer une identité sociale positive. Les stéréotypes peuvent aussi servir une fonction de justification. Plus concrètement, les stéréotypes pourraient servir à justifier les comportements ou attitudes personnelles que l'on aurait sur un groupe, mais aussi le statut ou les actions réalisées par l'endogroupe. Ils permettraient donc de conserver et de justifier l'organisation sociale actuelle. Un exemple caricatural pour illustrer, si les blancs sont au pouvoir, groupe dont je fais partie, c'est que les autres groupes sont moins intelligents. Je pense que ça paraît assez évident, mais les stéréotypes peuvent amener à des jugements erronés et potentiellement néfastes. Ils influencent également nos comportements et nos performances. Par exemple, il existe des effets des stéréotypes sur les performances, et on appelle ça la menace des stéréotypes. Je vous renvoie vers cette vidéo pour en apprendre un peu plus. Après les stéréotypes, il y a les préjugés. Car oui, les stéréotypes et les préjugés ne sont pas la même chose en psychologie sociale. Si les stéréotypes renvoient aux croyances, les préjugés renvoient aux attitudes que l'on a envers un groupe, c'est-à-dire aux ressentis affectifs, j'aime bien ou je n'aime pas,
et sont plus souvent négatifs. On parle de discrimination lorsque cette attitude négative envers un groupe se transforme en comportement. Pour résumer, les stéréotypes c'est des croyances sur un groupe de personnes, les préjugés c'est les attitudes qui renvoient à une disposition affective, à des jugements de valeur, et enfin la discrimination ce sont des comportements. Par exemple, les fans de SNK sont des harceleurs, stéréotypes, donc je ne les aime pas, préjugés, alors je les insulte sur Twitter, discrimination. Bien évidemment, le fait que ce soit un stéréotype n'indique pas que cette croyance soit fausse, mais seulement son statut de croyance généralisé et simplifié sur une catégorie, même si en général ces croyances sont fausses. Les processus cognitifs que je vous ai expliqués précédemment sont chez tous les individus. Tout le monde a des stéréotypes, mais nous n'adhérons pas forcément à ces croyances. Par contre, les stéréotypes peuvent émerger à certains moments, dans certaines situations où vous allez les utiliser, même si vous n'y croyez pas. Car comme je l'ai dit précédemment, la catégorisation sociale et les stéréotypes ont un rôle cognitif. Dans certaines situations, nous devons faire des choix, et cela alors même que nous avons peu de temps pour y réfléchir, ou que nous faisons une autre activité en parallèle, ou qu'on n'a juste pas envie de réfléchir. Ainsi, dans ces situations où nous avons peu de capacités cognitives pour vraiment y réfléchir, et donc pour répondre à la demande, nous utilisons nos automatismes, les stéréotypes. Plus précisément, nous utilisons nos automatismes quand nous utilisons notre système intuitif. Je vous renvoie au livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman pour celles qui voudraient approfondir. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un stéréotype, je vous propose de voir différents exemples de stéréotypes que l'on retrouve dans la communauté manga-anime. Sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter, la catégorisation sociale se fait par le biais de la photo de profil, mais aussi de la bio. Vous avez sûrement déjà entendu des gens critiquer les PP manga ou les PP foot. Des fois ça va encore plus loin avec des catégories encore plus précises, c'est là qu'interviennent les fameuses communes. Et comme les catégories supraordonnées, elles se font généralement sur la PP ou la bio. Mais en réalité, ces informations ne suffisent pas à savoir si la personne fait réellement partie d'une communauté. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une communauté? Lorsque l'on tape communauté sur Google, on tombe sur plusieurs définitions, qui je trouve collent plutôt bien aux communautés manga. Groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens ou des intérêts en commun. Ensemble de personnes présentant des points communs. Ensemble de personnes qui suivent un même compte sur les réseaux sociaux, une même chaîne de vidéos, etc. Si on veut faire une définition à partir de ces définitions, on pourrait dire qu'une communauté manga, d'après une définition assez générale, serait un ensemble de personnes ayant un intérêt commun pour un manga ou un anime en particulier, ou plusieurs suivant des comptes de fans sur les réseaux sociaux et une ou plusieurs mêmes chaînes de vidéos abordant ce ou ces mangas. Donc selon moi, une personne qui est dans une communauté sur un manga doit forcément aimer ce manga et regarder d'autres trucs en lien avec ce manga, allant de vidéos YouTube à suivre des personnes fans de ce manga. On pourrait ajouter qu'il faut aussi un sentiment d'appartenance à ce groupe. Il est donc en réalité assez difficile de savoir si une personne correspond à ces critères. Ainsi, par la simple présence d'une PP, d'un personnage d'un manga, on catégorise la personne comme faisant partie de cette communauté, alors qu'en réalité, on n'en sait rien. Un truc assez marrant, c'est que les communautés les plus détestées sont souvent les communautés des mangas les plus populaires. Bizarre, hein? Si 30% des PP sur Twitter étaient des PP One Piece, alors forcément que parmi toutes les personnes qui se comportent mal, il y en aurait environ 30% qui auraient une PP One Piece. Si bien sûr, les PP n'ont rien à voir avec ces comportements. Et puis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est fan que d'un seul manga ou anime? Je crois pas, non. Donc, une personne peut faire partie de plusieurs communautés, or, on voit souvent que chaque communauté a ses points de divergence, donc c'est impossible en fait de vraiment généraliser. Je propose de voir un exemple de thread assez marrant qu'une personne a réalisé sur Twitter et qui donne son avis sur les différentes communautés et qui illustre parfaitement les biais que nous avons précédemment cités. La personne a ici une PP Dragon Ball, et dans sa bio elle dit que Dragon Ball est le meilleur manga. Donc on peut possiblement imaginer qu'il fait partie de la communauté Dragon Ball. Bien évidemment, quand il parle de la communauté Dragon Ball, il dit qu'elle est bien. Et il mentionne que dans cette communauté, certaines personnes sont des abrutis, ce qui nous montre qu'il ne perçoit pas la communauté Dragon Ball, dont il fait partie, comme homogène. Après, il nous parle de la commune Naruto. Il nous dit que la plupart sont des gamins, donc il y a toujours cette idée que la commune n'est pas 100% homogène. Et il nous dit aussi qu'il adore Naruto. Étonnant, non? Après, on passe à la commune One Piece, il n'aime pas du tout. Là, il n'y a pas de mot qui pourrait indiquer une hétérogénéité de la commune, et nous fait comprendre qu'il n'aime pas One Piece. Et enfin, la commune SNK, encore une fois, il ne les aime pas. Il n'y a pas de mot qui indique que la commune est hétérogène, et on ne sait pas s'il aime bien SNK, même si avec la phrase NTM des gens ont le droit de trouver ça éclaté, donne l'impression qu'il n'aime pas vraiment SNK. Si on résume, les communes des mangas qu'il aime bien sont plutôt hétérogènes et sympas, et ce en fonction du degré d'appréciation de l'œuvre, et les communes des mangas qu'il n'aime pas sont toxiques et sont bien évidemment homogènes. Bref, par pitié, arrêtez ce genre de thread malaisant, please. Un autre exemple de stéréotype que j'ai pu voir récemment concernait la consommation d'animes par les filles. Voici ici une catégorisation par le genre.
Des personnes auraient la croyance que les filles regarderaient exclusivement des animes sur Netflix. Ou encore, plus récemment, j'ai pu voir qu'apparemment les filles regarderaient des animes pour plaire aux mecs. Bah oui, évidemment, désolé mec, mais non. Pour revenir aux filles qui regardent des animes exclusivement sur Netflix, déjà, avez-vous un échantillon représentatif de la population? Et puis même si vous aviez un échantillon représentatif, votre perception de la réalité est biaisée par plein de biais cognitifs. Un exemple est le biais de confirmation. Connaissez-vous le biais de confirmation d'hypothèse? Le biais de confirmation d'hypothèse est un biais qui recouvre de nombreux phénomènes. Selon de nombreuses études, nos attentes influencent la recherche, la sélection, la conservation, l'interprétation ou encore l'évaluation des informations. Ce qui veut dire qu'on cherche à confirmer nos croyances. Plus concrètement, si j'ai la croyance que les filles regardent exclusivement des animes sur Netflix, je vais chercher dans mon environnement les informations qui vont dans ce sens, je vais mieux mémoriser les filles qui regardent des animes exclusivement sur Netflix, et celles qui ne vont pas dans ce sens, je ne vais pas les retenir. Ou alors je vais déformer l'information qui va être stockée dans mon cerveau pour qu'elle colle à mon hypothèse. Et lorsque je vais essayer de comparer entre les gars et les filles que je connais, s'il y a une différence, alors je vais me rappeler en priorité de celle qui confirme mon hypothèse. Bien évidemment, tout cela est inconscient et non voulu, et on a tous ce biais. Il n'y a pas d'exception. Donc même si vous aviez un échantillon représentatif dans votre environnement, ce qui n'est sûrement pas le cas, votre perception ne pourra jamais vous permettre d'être totalement objectif. Vous allez me dire, ok, j'ai ce biais de confirmation d'hypothèse, je n'ai pas d'échantillon vraiment représentatif des filles qui regardent des animes, mais ça se trouve, j'ai raison. Honnêtement, vous avez juste à regarder Twitter pour voir que c'est complètement faux, mais bon. Mais on va quand même voir ça avec deux études. Anime France a réalisé une étude en 2013 concernant les habitudes des consommateurs d'animes. Bon, niveau méthode, il y a des problèmes car il est difficile de dire si les échantillons sont représentatifs de tous les consommateurs d'animes, sachant que les sujets ont répondu au questionnaire par le site Anime France, par des annonces diffusées sur les réseaux sociaux ou encore dans les espaces de discussion ayant pour thème l'animation japonaise. Mais surtout, le plus gros problème vient de l'échantillon qui est assez faible. Un échantillon de 100 personnes, dont 72 hommes et 28 femmes. Donc vraiment, au niveau statistique, c'est pas foufou. L'étude date aussi un peu tellement que Netflix n'était même pas à l'époque un moyen pour regarder des animes. Quoi, des femmes regardaient des animes avant Netflix? Il ressort de cette étude une différence dans la manière de consommer en fonction du genre. Les auteurs indiquent que les femmes sont plus adeptes des méthodes dites clés en main, c'est-à-dire des moyens plus simples de regarder des animes. Voici quelques chiffres pour comparer, pour que vous voyez un peu ce que dit l'article. Je tiens à préciser qu'aucune analyse statistique n'a été utilisée pour dire qu'il y a vraiment une différence significative entre les deux groupes. Normalement, dans une vraie étude scientifique, pour conclure sur les résultats, on utilise des tests statistiques, pour savoir si deux résultats sont différents, ce qui n'a pas été fait. Puis le groupe femmes est beaucoup trop petit pour pouvoir faire une réelle comparaison. Tout ce qu'on peut conclure, c'est que parmi les fans d'anime, il y avait déjà à l'époque une part importante de femmes. Et que bien sûr, elles regardent pas sur Netflix vu que Netflix n'était pas encore un moyen de regarder des animes. Dans un article un peu plus récent, on apprend qu'en 2022, 27,8% des utilisateurs de Crunchyroll sont des femmes. Ce qui représente tout de même une part importante. Donc encore une fois, les statistiques démontrent que non, les femmes ne regardent pas des animes que sur Netflix, et non, elles n'ont pas attendu Netflix pour regarder des animes. Il reste toutefois certain que plus d'hommes regardent d'animes que de femmes. J'aimerais maintenant revenir sur les objets, et plus particulièrement sur les shoujo. Mais avant, petit aparté sur comment prouver quelque chose à quelqu'un sur Twitter. Lorsque vous voulez prouver sur Twitter quelque chose à quelqu'un, il est primordial de ne pas donner de preuves sans poser la question suivante: quelle preuve te faut-il pour penser que? Exemple, si une personne dit que les shoujo c'est que de la romance, alors instinctivement on va lui donner des exemples. Mais il y a de fortes chances qu'il reste toujours dubitatif et dise c'est l'exception qui confirme la règle. Alors que si vous lui demandez avant ce qu'il lui faudrait comme preuve, là il pose une hypothèse et un moyen de la réfuter. Et c'est à cet instant que vous pouvez lui donner des preuves pour qu'il puisse changer d'avis. Et s'il n'est toujours pas d'accord, alors il faut abandonner. Mais dans tous les cas, avec les chiffres que je vais vous donner après, vous aurez un moyen de débattre sur le sujet. On revient sur les stéréotypes. Comme la définition l'a indiqué, la catégorisation fonctionne aussi pour les objets et les formes. Mais du point de vue de la psychologie sociale, on ne peut pas utiliser le terme de stéréotype sur des objets. Car encore une fois, les stéréotypes sont sur des groupes de personnes. Ainsi, dire qu'il y aurait des stéréotypes sur les shoujo serait faux si on utilise la définition de la psychologie sociale. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a pas de croyance sur les catégories d'objets, mais seulement que le terme n'est pas approprié. Mais de manière générale, les personnes utilisent le terme de stéréotype en se rapportant à des définitions utilisées dans le langage courant. On trouve sur internet les définitions suivantes: opinion toute faite réduisant les particularités. Donc revenons sur le shoujo. Le shoujo est une cible éditoriale visant un public de jeunes filles, entre 12 et 18 ans. Cette cible éditoriale se définit par le magazine de prépublication. Car avant d'arriver en tome relié, Tankoban, les chapitres sont publiés dans des magazines dits de prépublication. Et c'est ce magazine de prépublication qui a un public cible. Bien évidemment, même si vous ne faites pas partie du public cible, vous pouvez lire et apprécier des mangas shoujo, shonen, seinen, josei, etc.
L'utilisation de cibles éditoriales est grandement remise en cause, que ce soit dans l'utilisation au Japon mais surtout dans le marché français. J'en ferai un jour une vidéo car j'ai un avis assez différent sur l'utilisation du terme shoujo, josei, shonen, etc. Forcément, avec des catégories créées et aussi visibles, des croyances devaient arriver sur le contenu de ces catégories. Avec le phénomène de catégorisation arrivent les deux biais cognitifs que nous avons déjà vus, les biais d'assimilation et de contraste, ce qui nous amène donc à tous les shoujo sont pareils et ils sont très différents des shonen. Je les mets en opposition car ces deux cibles éditoriales visent un public de même âge mais d'un genre différent et ils sont souvent mis en opposition par le grand public. Après le phénomène de catégorisation et de biais de contraste et d'assimilation arrivent les croyances sur ces catégories. Les shoujo sont tous pareils mais en quoi? Les shoujo et shonen font intervenir alors les stéréotypes de genre que vous connaissez déjà très bien, la bagarre pour les garçons et les sentiments pour les filles. Intervient aussi la réalité, c'est-à-dire que sur le marché français, et peut-être au Japon, nous verrons après si cela est vrai, les shoujo sont surtout des romances. Les éditeurs interviennent dans ce processus car ils choisissent les mangas qu'ils commercialisent, mais ils choisissent aussi les termes qu'ils utilisent pour les vendre. Il arrive souvent que les mangas soient mal classés, et ce pour confirmer les croyances que les clients ont sur ces catégories. De plus, on retrouve ces croyances sur les shoujo, même dans les mangas ou animes. Les exemples sont nombreux, comme par exemple dans le tome 1 de Make Me Up que j'ai lu récemment. On remarque toutefois que ces croyances ne sont pas partagées par tout le monde. Et cela dépend bien sûr de ce que la personne lit et des connaissances qu'elle a sur les mangas. Une personne qui ne s'intéresse pas du tout aux shoujo aura forcément des croyances plus caricaturales sur les shoujo qu'une personne qui en lit, qui s'y intéresse. C'est la même chose pour toutes les cibles éditoriales. Mais du coup, les croyances sur les shoujo sont-elles vraies? Les croyances les plus partagées sur les shoujo, selon moi, sont que les shoujo sont des romances et que ces romances sont cucul-après-une, c'est-à-dire niais, infantiles, etc. Je tiens à dire que pour définir ces stéréotypes, je ne me suis pas basé sur des études, donc ça se trouve, ce sont juste des croyances que j'ai vues sur Twitter mais qui ne sont en réalité pas partagées, même si j'en doute très clairement. Du coup, je vais me penser sur cette croyance qui est que les shoujo sont des romances. Alors on va regarder sur Naughty ce qu'il en est. Naughty est un site qui répertorie pas mal de mangas et on peut surtout y faire des recherches par filtre, ce qui est beaucoup plus simple. Donc je fais une recherche avec pour filtre shoujo avec le genre romance, je tombe alors sur 2747 résultats. Si on fait le contraire et qu'on prend shoujo sans romance, alors on tombe sur 644 résultats, ce qui nous fait donc 80% de shoujo avec le genre romance. On va comparer avec les shonen, je prends les shonen avec le filtre genre romance, et je trouve 1098 résultats. Et avec 100 romans, je tombe sur 2742 résultats. Ce qui fait donc 28% de shonen avec le genre romance. En comparaison des shoujo, ça fait peu. Évidemment, tous les mangas ne sont pas répertoriés sur Naughty car il y a sur Naughty seulement 3391 shoujo répertoriés et 3840 shonen. On peut se demander alors si l'échantillon n'est pas biaisé, s'il n'y aurait pas un biais dans les shoujo et les shonen recensés. Donc on va comparer avec le site MyAnimeList. MyAnimeList répertorie déjà beaucoup plus de shoujo et de shonen. Il y a 7972 shoujo et 5976 shonen répertoriés. Donc on se rapproche un peu plus de la réalité. On refait une recherche avec le filtre shoujo avec pour genre romance et on tombe sur 4165, ce qui nous donne du coup un pourcentage de 52,2% de shoujo avec le genre romance. Et pour les shonen, on trouve 878 shonen avec le genre romance, ce qui nous donne 14,7% de shonen avec le genre romance. Donc il y a clairement plus de shoujo avec le genre romance que de shonen. Mais on est loin de tous les shoujo sont des romances. Surtout que la question qu'il faut maintenant se poser, c'est quoi être du genre romance? Par exemple, peut-on dire que Akatsuki no Yona, Yona princesse de l'aube, est une romance? Car sur MyAnimeList, le manga est du genre romance. Mais pourtant, je pense que toutes les personnes qui lisent Yona diront que la romance n'est pas le sujet principal de l'œuvre et que Yona n'est pas une romance. Car lorsque l'on entend romance, on pense à un manga centré en premier plan sur une romance. On peut alors s'attendre à ce que le nombre de mangas que l'on classerait comme romance serait en réalité beaucoup plus faible que ces 52,2%. Certains mangas contiennent de la romance au second plan, mais n'ont pas le tag romance, par exemple Nanatsu no Taizai, donc le tag romance semble mis un peu de manière arbitraire. On pourrait alors faire l'hypothèse qu'il pourrait même y avoir un biais dans la classification des genres, et qu'un shoujo pourrait plus facilement avoir le genre romance qu'un shonen à cause des croyances qu'ont les personnes qui décident de mettre les tags sur MyAnimeList. Un autre élément qui pourrait expliquer cette grande différence entre les shonen et les shoujo pourrait s'expliquer par une propension plus importante dans les shoujo à avoir des intrigues secondaires de romance. Donc si on devait conclure, il semble assez difficile de pouvoir garder cette croyance que les shoujo sont tous des romances, mais que les shoujo en comparaison des shonen contiennent sûrement plus de romances, que ce soit au premier plan ou en intrigues secondaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour m'aider et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.